C'est quelque chose sur lequel, faut être très clair. La proposition d'Ursula von der Leyen, c'est de torpiller, de détruire l'héritage européen de Jacques Delors. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de bord. Je l'enregistre juste avant de partir en vacances et donc du coup c'est un peu le moment de faire le bilan de cette première année de mandat de ce nouveau Parlement européen que vous, citoyens français, citoyens européens, avez élu en juin 2024. Je vais d'abord faire ce bilan, je vais d'abord faire un bilan de politique générale, un bilan plus personnel et individuel, et enfin un bilan collectif, puisque une action parlementaire c'est toujours une action collective. Et plus tard dans la vidéo, on parlera aussi d'une question sur laquelle j'ai reçu beaucoup de vos questions, qui est la question de la place de l'énergie nucléaire pour l'Europe et pour la France. Alors d'abord, commençons par ce bilan, à commencer par la situation politique de l'Union européenne. Et on va pas se mentir, il faut regarder la réalité en face, le bilan il est mauvais. Il est mauvais à cause de plein de choses qui ne sont pas de la faute de l'Union européenne. Le fait que Donald Trump ait été réélu en novembre 2024 et qu'il fasse à peu près tout et n'importe quoi depuis le mois de janvier avec Elon Musk et compagnie, c'est pas la faute de l'Europe, bien évidemment. Mais il y a une vraie responsabilité du gouvernement européen, ce qu'on appelle la Commission européenne, qui clairement aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Moi, député européen, le 18 juillet 2024, donc il y a un an, j'ai voté pour la candidate Ursula von der Leyen, qui est devenue du coup présidente de la Commission européenne. J'avais voté pour elle, parce que même si c'est quelqu'un dont je ne partage pas beaucoup d'opinions politiques, c'est une femme politique de la droite allemande, moi je suis un homme de gauche français, donc voilà. Ursula von der Leyen, c'était la candidate de son camp, le PPE, le Parti populaire européen, la droite européenne, donc les républicains Retailleau, Wauquiez, chez nous en France. Ils étaient pas du tout arrivés en tête en France, mais au niveau européen, ils étaient arrivés en tête. Et en démocratie, c'est normal qu'on permette à une famille politique de tenter de former un gouvernement. Et donc c'est pour ça que le 18 juillet, j'avais voté pour Ursula von der Leyen. Par ailleurs, elle avait eu à la tête de la Commission européenne de 2019 à 2024 une vraie action européenne, notamment sur la question de l'écologie, qui avait permis de réelles avancées. Et la situation politique européenne a commencé à se dégrader en fait dès la rentrée de septembre 2024. Ça a commencé avec un signal faible, qui était un texte dont l'importance politique était faible, hein. C'était une résolution, c'est-à-dire quelque chose sans contrainte juridique, du Parlement européen sur, en plus, la situation au Venezuela, donc quelque chose sur lequel l'Union européenne a, disons, une influence limitée. Mais ce texte-là, c'est le premier, ou en tout cas un des premiers textes du Parlement européen qui avait été coécrit par une personne issue d'un parti démocratique européen, le PPE, la droite européenne, et une personne issue d'un parti d'extrême droite autoritaire, le groupe du PFE, dans lequel on retrouve notamment les Espagnols de Vox, qui sont des nostalgiques de la dictature franquiste. Et dans ce groupe-là, on trouve aussi, bien évidemment, Jordan Bardella, et tout ça est orchestré par le dictateur hongrois Viktor Orban. En septembre 2024, j'avais pu vous en parler, il y a eu le début de cette coopération étroite entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen. Ça s'est traduit ensuite par le choix de Ursula von der Leyen de donner un poste à grande responsabilité à Raffaele Fitto, qui est un Italien, qui est membre du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, qui est un parti post-fasciste. C'est un parti en fait qui a été fondé sur les cendres de la République fasciste italienne de Mussolini. Raffaele Fitto, bon, qu'il soit commissaire, à la limite, le gouvernement italien a bien le droit de désigner son commissaire, mais là, il n'a pas simplement un rôle de simple commissaire, il est vice-président, et en plus, il a un rôle fondamental sur les questions budgétaires, puisqu'il a en charge toutes les questions agricoles et toutes les questions de politique régionale qui ensemble font les 2/3 du budget européen. Et ça nous inquiétait beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, sociodémocrates français, on a voté contre cette commission européenne, ce gouvernement de 27 commissaires, puisque autant on était d'accord pour qu'Ursula von der Leyen soit présidente, autant on n'était pas du tout d'accord pour avoir cette formation-là qui donne à un homme issu de l'extrême droite italienne un pouvoir considérable. Et cette alliance droite-extrême droite, on l'a vu à plusieurs reprises s'exercer, et notamment pour s'attaquer bien évidemment aux droits des migrants, mais aussi, et ça c'est nouveau, à l'écologie. Et donc durant cette année, en fait on a vécu énormément de retours en arrière. Sur le niveau de protection de certaines espèces animales, je pense notamment aux loups, sur l'interdiction de certains pesticides, et aussi sur les questions climatiques,
où on a eu un vrai retour en arrière. Alors, ce retour en arrière-là, vous le constatez, il n'arrive pas qu'au Parlement européen. On a vécu la même chose en France avec la loi Dupont, avec des amendements de la droite complètement absurdes sur la question des énergies renouvelables. Mais au Parlement européen, on voit aussi ces reculs-là, et ces reculs-là, quand ils arrivent, c'est toujours parce qu'il y a une alliance droite extrême droite. En plus de ça, il y a une nouvelle proposition qui est tombée il y a quelques jours de la Commission européenne sur le budget européen. C'est quelque chose sur lequel, faut être très clair, la proposition d'Ursula von der Leyen, c'est de torpiller, de détruire l'héritage européen de Jacques Delors. La vision européenne que Jacques Delors a incarnée, elle s'est aussi déclinée dans son budget, avec des outils gérés au niveau fédéral, directement au niveau européen, notamment sur la politique de la recherche, et des outils où l'Union européenne s'appuyait sur les régions qui, en proximité, sont plus à même de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau local. Par exemple, il y a des enjeux de transport en Normandie, où on a des besoins d'infrastructures de transport, à la fois dans des villes comme Caen, où on est sur une politique d'extension du tram, mais aussi dans les liaisons entre, par exemple, Bernières-sur-Mer et Mézy-Docadon, par ce qu'on appelle parfois un RER métropolitain, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est à cheval entre le tram et le train, qui peut être utilisé pour des déplacements quotidiens. Et bien en fait, tous ces projets-là, pour qu'ils voient le jour, il y a très souvent besoin d'un financement européen. Et donc du coup, ce budget européen qui a été proposé, il met complètement de côté l'héritage de Jacques Delors pour créer un système où il y a un vrai risque d'avoir une Commission européenne qui utilise le budget européen non pas pour investir dans l'avenir des Européens, mais comme un outil de chantage pour imposer des réformes de droite, toutes les politiques que Emmanuel Macron a mis en place en France depuis 7 ans, donc démanteler le code du travail, réduire les droits des salariés, augmenter l'âge de la retraite, y compris pour les gens qui ont commencé à travailler tôt et qui ont eu des carrières pénibles, voilà, tout ce qu'on voit depuis malheureusement des années. Donc du coup, le bilan politique de cette année, il est quand même plutôt mauvais. Il y a beaucoup de vent contraire, très clairement, et on vit une politique de contre-attaque des lobbies du pétrole, du diesel. Et notre rôle à nous, sociodémocrates, mais aussi les écologistes et tous les gens en fait qui ont une pensée environnementale, quel que soit leur point de vue politique, c'est d'être capable de mener le combat et de défendre pied à pied l'intégralité des conquêtes qu'on a pu obtenir et essayer de se battre, comme je le fais sur le leasing social, pour qu'on ne soit pas simplement dans la défense de l'existant, même si c'est important de défendre l'existant, mais qu'on puisse aussi enrichir, approfondir la transformation écologique européenne, notamment autour de l'enjeu des investissements, puisque c'est vraiment le point faible de l'approche européenne en matière de transformation écologique. Donc dans ce bilan politique général qui est quand même mauvais, au niveau individuel, on va pas se mentir, ça a été une année qui a été vraiment dure. Pour moi, voilà, c'est un changement complet de vie. Avant, je faisais de la politique comme simple militant, donc ça me prenait quelques heures par mois, grand maximum. Maintenant, la politique, c'est le cœur de ma vie, en tout cas pour l'instant. Et une des choses que j'avais sous-estimées, c'était l'impact des déplacements. Et ça, c'est quand même une spécificité du mandat de député européen par rapport aux autres mandats. Par exemple, le maire d'une ville, a priori, il va continuer à vivre dans sa ville, il ne va pas trop se déplacer en dehors de sa ville. Un député européen, ça passe beaucoup de temps, soit dans l'avion, soit dans le train. Alors, moi, j'ai pas pris l'avion cette année, comme j'ai pas pris l'avion depuis 2019. Dans le train, on passe aussi beaucoup de temps. J'en parlais avec une députée européenne qui est écologiste autrichienne, et elle me disait qu'elle avait compté le nombre de kilomètres de train qu'elle avait fait et que c'était plus que le tour de la Terre. Et elle m'avait dit un chiffre, je crois, 40 000. J'avais commencé à réfléchir et je fais, je pense que j'en ai fait à peu près autant. Et c'est vrai que juste faire l'aller-retour Caen-Bruxelles une fois dans la semaine, ce qui est un peu le minimum en termes de déplacement, c'est déjà 1000 km de train et 10 heures aller-retour si tout se passe, bien. Aujourd'hui, en tout cas, je suis content. Au bout d'un an, je me sens suffisamment à l'aise au Parlement européen. J'ai découvert la politique, j'ai découvert aussi la politique européenne spécifiquement. Et voilà, j'ai l'impression de commencer à suffisamment bien maîtriser les codes pour être capable de réaliser au mieux mon mandat. Et c'est vrai que le prix que j'ai reçu il y a quelques semaines, c'est un truc qui s'appelle MEP Awards, et il y a un prix qui a été donné pour ce qu'ils appellent les best newcomers, donc les meilleurs nouveaux venus. Donc j'étais très content d'avoir ce prix. D'ailleurs, je vais quand même vous le montrer parce qu'il est juste à côté, là on est dans mon bureau, et j'ai encore ce prix. Ce prix-là qui est avec moi, on verra pas trop, mais ici c'est marqué Best Newcomer Winner Thomas Pellerin-Carlin.
Donc j'en suis très content. Bon, c'est toujours agréable de se revoir après, on va pas se mentir, mais aussi ce qui m'a fait plaisir, c'est que ça me permettait d'avoir, disons, une validation de quelqu'un d'extérieur qui n'est pas un organisme politique. Et j'ai été très touché par tous les messages que les militants de Normandie, à la fois les militants de Place Publique, mais aussi les militants du Parti Socialiste, mais aussi des gens qui sont pas forcément très engagés en politique, mais qui me connaissent. Moi, ça m'a particulièrement touché parce qu'en fait, ce prix-là, il prouve toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont donné du temps, de leur temps, dans la campagne des élections européennes qu'on a menée avec Raphaël Glucksmann, que ce temps-là, il a été utile, évidemment, parce qu'il nous a permis quand même de remporter une victoire et de créer une surprise avec les 14% qu'on a obtenus grâce à Raphaël, grâce à tous les candidats et surtout grâce aux milliers de militants qui se sont mobilisés, aux millions d'électeurs qui ont choisi de voter pour nous. Mais en plus, ce prix-là, il montre que cette élection, ça a permis à des nouveaux députés européens, des gens comme moi qui, en fait, si la campagne ne s'était pas aussi bien passée, n'auraient pas été élus. Et donc du coup d'envoyer de nouvelles personnes à Bruxelles qui sont capables d'avoir un impact, même dès la première année de mandat. Moi, l'élément dont je suis le plus fier de mon mandat, c'est le premier rapport qu'on a réussi à faire passer, sur lequel j'étais chef de file des députés sociodémocrates européens. C'est un rapport sur la sécurité énergétique. Je vous parle beaucoup de ce sujet-là depuis des mois, je continuerai à vous en parler. Et j'étais très content d'avoir pu réussir à négocier. Et ce rapport-là, il a été voté par une très grande majorité du Parlement. Plus de 400 députés européens sur 720 ont voté pour le contenu de ce rapport, qui dit plein de choses, mais qui dit notamment qu'il faut arrêter d'importer du gaz russe le plus rapidement possible, et que déployer l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, c'est essentiel, pas simplement pour le climat, mais aussi pour assurer la souveraineté énergétique de l'Union européenne. Et ça, j'en suis vraiment très content. Peut-être dernier point de bilan, c'est un bilan collectif. Là, c'est un journal de bord où je vous parle vraiment de mon mandat de député européen, mais en fait, le mandat de député européen, c'est un mandat aussi où on travaille étroitement avec beaucoup d'autres députés. À la fois des gens de notre groupe politique, mais aussi des gens d'autres nationalités, d'autres familles politiques. Moi, une des grandes chances que j'ai, c'est d'être dans une délégation de 13 députés européens sociodémocrates français, donc Place Publique et Parti Socialiste, et d'avoir des gens qui sont vraiment des gens exceptionnels. Pour moi, a fortiori qui suis nouveau en politique, avoir le soutien, les conseils, les analyses, de personnes comme Raphaël Glucksmann, comme Aurore Lalux, c'est vraiment essentiel. On a deux chefs de délégation, Raphaël Glucksmann et une autre députée européenne qui est du sud-est de la France, qui s'appelle Nora Mebarek, et qui a toujours des petits mots très bien ciselés lors des réunions, ce qui aide aussi à rendre ce travail-là pas simplement sérieux, il l'est, mais aussi c'est cette petite pointe d'humour qui peut, si je puis dire, colorer les journées, surtout quand on est en train de discuter de sujets graves. Peut-être aussi mentionner deux de mes collègues avec qui je travaille bien depuis un an. Christophe Clergeau, qui est un député du Parti Socialiste de Nantes. Christophe travaille dans la même commission que moi, notamment dans la commission environnement. Et on s'est réparti un peu les tâches parce qu'il y a beaucoup de travail sur les questions d'environnement et il mène notamment un travail de fond sur la question des pesticides, sur la question des PFAS. Et moi je suis très content de pouvoir travailler avec Christophe et de voir le travail qu'il fait en notre nom, au nom des sociodémocrates européens sur ce sujet-là. Et puisque je vous parlais de budget, je dois aussi vous parler d'un autre député européen socialiste qui s'appelle Jean-Marc Germain. Jean-Marc, c'est le coordinateur de notre groupe politique, de la social-démocratie européenne, sur les questions budgétaires. Et c'est lui qui est vraiment le fer de lance de tout le combat qu'on va devoir mener sur le budget dont je vous parlais auparavant. C'est un combat qui va durer pendant au moins 2 ans, donc on aura beaucoup d'occasions de s'en reparler et j'espère qu'on pourra vous annoncer des bonnes nouvelles parce qu'on va se battre. On va se battre jusqu'au bout même si on perd, mais on va se battre aussi pour gagner et pour gagner des vraies avancées sociales pour que, par exemple, il y ait toujours de l'argent européen qui vienne soutenir les Restos du Cœur, pour qu'il y ait de l'argent européen qui vienne soutenir nos agriculteurs, notamment ceux qui font le choix d'une pratique de l'agriculture qui soit plus respectueuse du bien-être animal, plus respectueuse de notre environnement. Pour tous ces sujets-là, on a besoin de parler budget et donc du coup, j'aurai à nouveau des occasions de vous parler de cet excellent député européen qui est Jean-Marc Germain. Ça, c'est pour les Français, mais il n'y a pas que des Français. Juste mentionner très rapidement quelques personnes. Bruno Tobak, qui est un député belge flamand avec qui on travaille beaucoup sur la question des réseaux électriques. C'est un sujet qui a l'air technique, mais on l'a vu récemment en Tchéquie ou en Espagne. Quand il y a des problèmes de réseau électrique, il peut y avoir des coupures
d'électricité, donc c'est vraiment un enjeu qui n'est pas simplement technique, qui est stratégique et qui touche directement la vie quotidienne des gens. Il y a aussi des députés comme Lina Galvez, qui est une députée européenne espagnole, qui travaille énormément sur la question des droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Et du coup, je travaille avec elle en particulier sur la question de la recherche et comment est-ce qu'on réussit à avoir un secteur de la recherche qui soit plus égalitaire, parce qu'on a besoin de plus de chercheurs de qualité et donc on a aussi besoin de plus de femmes qui fassent de la recherche, et pour ça, il faut qu'on s'interroge sur certains outils de politique publique. J'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est un député européen social-démocrate néerlandais qui s'appelle Mohamed Chahim. Et Mohamed, c'est notre vice-président en charge des sujets énergie, industrie, climat. Donc le hasard fait que Mohamed s'occupe d'exactement les mêmes sujets que moi. Et c'est vraiment très très chouette d'avoir un député européen d'expérience comme lui, qui est un homme intelligent, réfléchi, qui a envie d'aller dans le fond des sujets et qui est capable d'impulser une dynamique collective. Voilà. Donc la politique, c'est toujours un exercice collectif. Dans la campagne électorale, grâce aux militants, aux sympathisants qui se mobilisent, dans l'exercice aussi du mandat, puisque tout seul, on ne fait pas grand-chose, et c'est vraiment en travaillant en équipe qu'on réussit à aller très loin. Donc voilà pour le bilan de cette année. Bilan, on va dire, mitigé. Sur la politique générale, vraiment, la situation est mauvaise. Moi, au niveau individuel, j'ai l'impression d'être à ma place maintenant, et c'était pas gagné, c'était pas facile non plus. Et un bilan collectif quand même positif, puisque c'est beaucoup plus réjouissant de faire de la politique avec des gens bien et motivés, que ce que je vois dans d'autres familles politiques que je ne citerai pas, où il y a des gens qui passent leur temps à se donner des coups de couteau dans le dos, ce qui honnêtement ne sert pas vraiment à faire avancer grand-chose. On va prendre quelques minutes pour parler d'un gros sujet, qui est à peu près le seul sujet énergétique dont on parle dans les débats des présidentielles par exemple, c'est évidemment la question du nucléaire. Alors, un petit peu de rappel factuel. Déjà, le nucléaire, c'est quoi? Quand on parle du nucléaire dans la question énergétique, c'est en fait de maîtriser une réaction de fission nucléaire. Donc en fait, on va casser des atomes, en particulier des atomes d'uranium. Le fait de casser ces atomes va créer une énergie extrêmement importante. Et cette énergie-là va, sous forme de chaleur, nous permettre d'avoir une chaleur très importante. Et cette chaleur-là, en France, on l'utilise quasiment exclusivement pour la convertir en électricité. Du coup, vous voyez des centrales nucléaires, dès que vous conduisez un peu dans certaines zones de France, vous passez souvent à côté d'une centrale nucléaire, et on peut la voir de loin souvent parce qu'il y a des colonnes de vapeur d'eau au-dessus de la centrale qui sont liées du coup à la partie de la chaleur nucléaire qu'on n'a pas réussi à transformer en électricité et qu'on perd. Le premier point qui est important du coup à comprendre, c'est que l'énergie et l'électricité, c'est deux choses différentes. Les 2/3 de l'énergie qu'on consomme, ce qu'on appelle l'énergie finale consommée, c'est l'énergie qu'on met dans les machines. Les 2/3 de l'énergie qu'on consomme en France comme en Europe, c'est pas de l'électricité, c'est pas du nucléaire, c'est du pétrole et du gaz. Pensez au pétrole qui est mis dans les voitures, dans les camions, dans les avions. Pensez au gaz qui est utilisé par exemple pour chauffer des bâtiments. Donc déjà, le nucléaire, il a un rôle qui est petit dans la situation énergétique, puisqu'en fait, il n'est quasiment utilisé que pour faire de l'électricité. Et l'électricité, c'est environ 1/4 de l'énergie qu'on consomme. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Là, je vais continuer à parler que d'électricité. Et quand on regarde la situation électrique, il faut regarder un peu quelle est la situation actuelle et quelle est la part du nucléaire. Alors pour ça, je vais utiliser des travaux que je connais un peu, qui sont les travaux de EDF, donc la grande entreprise française d'électricité qui produit notamment beaucoup de nucléaire. À peu près la moitié des réacteurs nucléaires européens sont des réacteurs nucléaires français qui sont gérés par EDF. Et EDF, ils ont fait une étude qui montre plusieurs choses, et je vais juste vous montrer un petit graphique qui nous rappelle que aujourd'hui, en Europe, le nucléaire, c'est 25% de l'électricité. Donc si c'est 25% de l'électricité, c'est à peu près 6-7% de l'énergie qu'on consomme en Europe. Donc ça, c'est ce petit graphique que je vais montrer. Hop. Donc là, vous voyez le nucléaire à 25%, vous voyez l'hydroélectricité, donc pensez par exemple aux barrages hydroélectriques qu'on a dans nos montagnes, et le solaire et l'éolien, et après tout ce qui est gris, c'est tout ce qu'on veut dégager, c'est-à-dire de la production d'électricité à partir de gaz et de charbon et un petit peu de pétrole, mais c'est surtout le gaz et le charbon qui sont problématiques dans la situation électrique européenne d'aujourd'hui. Donc, il y a un rôle significatif du nucléaire. Au niveau européen, le nucléaire, c'est 25% de notre électricité et à peu près 7%
de l'énergie qu'on consomme. En France, c'est un peu plus élevé parce que la France dépend plus du nucléaire que d'autres pays. En France, le nucléaire, c'est à peu près 70% de l'électricité qu'on consomme. Ça dépend des années en année, mais voilà, 70%. Gardez en tête 2/3 ou 3/4, c'est à peu près ça. Et sur l'énergie, c'est environ 17% parce qu'encore une fois, la principale source d'énergie qu'on consomme, c'est pas de l'électricité, c'est du pétrole et du gaz. Comment est-ce que peut évoluer le nucléaire ensuite? Il y a plein de choix qui sont possibles. Il y a des décideurs politiques qui disent qu'il faut complètement sortir du nucléaire, il faut arriver à zéro nucléaire. Il y en a qui disent qu'il faut quasiment arriver à un 100% nucléaire, qui n'est pas réaliste d'un point de vue industriel. Et donc du coup, puisqu'on ne va pas passer 2 heures sur la question du nucléaire, ou plutôt si vous avez envie de passer plusieurs heures à creuser la question du nucléaire, je vous renvoie vers un excellent youtubeur qui s'appelle Le Réveilleur, qui peut aborder plein de questions liées à l'électricité, y compris au nucléaire, y compris l'enjeu des déchets nucléaires et aussi d'autres sources de production d'électricité qu'on a, comme les éoliennes. Sa chaîne YouTube est vraiment une mine d'informations de qualité et franchement assez facilement compréhensible. Et il fait un gros travail, donc je le salue encore aujourd'hui. Donc, le futur, il est vraiment ouvert, hein. On peut choisir de faire plein de choses sur le nucléaire. Il y a une famille politique en Europe qui considère que le nucléaire, il faut vraiment s'en débarrasser le plus vite possible et qui notamment voulait sortir du nucléaire en Europe comme en France dès 2040. Ça, très clairement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça implique de fermer des réacteurs nucléaires historiques qui fonctionnent déjà, qui sont aussi sûrs qu'un réacteur nucléaire peut l'être, et qui produisent beaucoup d'électricité décarbonée pas chère. Honnêtement, ces réacteurs-là, les fermer de manière prématurée comme Macron a fermé Fessenheim, voilà, c'est un choix politique, hein, et on a le droit de faire ce choix politique en démocratie, mais d'un point de vue écologique, d'un point de vue climatique en tout cas, et d'un point de vue énergétique et économique, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. C'est malheureusement ce qu'a fait l'Allemagne. En l'an 2000, l'Allemagne est gouvernée par une coalition où il y a notamment pour la première fois les Verts allemands qui sont au pouvoir. Les Verts allemands sont très anti-nucléaires et ils choisissent en l'an 2000 d'adopter ce qui s'appelle le consensus sur l'énergie atomique, l'Atom Consensus, qui vise à fermer les réacteurs nucléaires en 22 ans. Et les réacteurs nucléaires allemands, après quelques péripéties politiques en 2010, à la fin, les réacteurs nucléaires allemands, ils ont effectivement été fermés. À la fin de l'année 2022, il en restait 3 qui ont tous les 3 fermés en avril 2023. Donc l'Allemagne a fait ce choix-là. C'est un choix démocratique. C'est un choix que, en tant qu'élu européen qui croit dans la démocratie, je respecte. Mais on sait aussi que ce choix-là, il a probablement amené une électricité un peu plus chère et un peu moins propre que si les Allemands avaient choisi, pas forcément de construire de nouveaux réacteurs, hein, mais de juste continuer à utiliser ces réacteurs-là dans la durée. À ma connaissance, un seul parti écologiste au Parlement européen qui est pro-nucléaire, c'est le parti écologiste finlandais. Et il se trouve que moi je travaille beaucoup avec eux, notamment Ville Niinisto, qui est actuellement le rapporteur du Parlement européen pour mettre fin aux importations de gaz russe. Et en Finlande, ils ont fait le choix de développer et les énergies renouvelables et aussi le nucléaire. C'est un choix qui est tout à fait cohérent pour la Finlande. Et en réalité, pour tout vous dire, c'est aussi le choix que nous, à Place Publique, on défend pour la France. C'est le choix qu'on a présenté dans notre vision pour la France, dans lequel on dit que la priorité absolue, c'est la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique pour réduire notre consommation d'énergie. Ensuite, cette énergie-là, il faut la produire, et pour ça, il faut aller très vite sur le développement des énergies renouvelables, et de toutes les énergies renouvelables dans leur diversité. Les énergies marines, l'éolien en mer, l'éolien terrestre, les panneaux photovoltaïques, la géothermie, les chauffe-eau solaires, l'énergie osmotique, je pourrais continuer. La liste est longue, il y a en fait quasiment une vingtaine de technologies d'énergie renouvelable qui aujourd'hui peuvent être développées et sont notre priorité. Et en plus, dans le cas de la France, il faut utiliser les réacteurs nucléaires historiques le plus longtemps possible, c'est-à-dire que tant que les ingénieurs de sûreté nucléaire qui doivent rester indépendants nous disent qu'on peut utiliser cette centrale, continuons de l'utiliser puisqu'elle va pouvoir permettre de produire de l'électricité décarbonée, ce qui est bon pour le climat, et en plus une électricité pas chère puisque c'est des centrales nucléaires qui ont déjà
été construites, qui ont déjà été amorties. Et dans ce programme-là, on propose aussi de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. On n'a pas de chiffres précis dans notre vision pour la France, puisque cette vision-là, c'est l'acte 1 de notre programme. Et donc pour l'instant, c'est juste une vision et on a commencé un dialogue avec des tas d'acteurs dans le secteur de l'énergie notamment, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut préciser ça et comment est-ce qu'on peut financer ça pour ce qui s'agit du nucléaire. Entre-temps, il y a le Parti socialiste qui a choisi de se mettre d'accord sur le chiffre de 8 réacteurs. C'est leur choix, c'est effectivement une option rationnelle. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, on a encore du travail à faire. Pour vous dire que cette position-là, elle est cohérente avec une forme de pragmatisme au niveau européen, je reviens sur l'étude d'EDF, qu'on ne peut pas critiquer comme étant un grand opposant nucléaire. EDF fait un lobbying pro-nucléaire extrêmement important depuis des années. Et dans ce même graphique que je vous présentais, et on mettra la source de tous ces travaux-là d'EDF dans la description, comme ça, si vous êtes un geek comme moi, vous pourrez aller vérifier. Et vous voyez en fait l'évolution. Donc ça, c'est ce que EDF considère être le futur mix électrique de l'Union européenne en 2050. Et donc déjà, il y a beaucoup plus d'électricité qui est consommée. Il y a quasiment 2 fois plus d'électricité qui est consommée. Et la part du nucléaire, en fait, elle baisse. Elle passe de 25% aujourd'hui à 16% en 2050. Donc même en construisant de nouveaux réacteurs nucléaires, on a des anciens réacteurs nucléaires qui vont devenir trop vieux pour qu'on puisse les utiliser, donc ils vont être arrêtés. Donc même en construisant des nouveaux réacteurs nucléaires, on a quand même une baisse de la part du nucléaire. C'est lié au fait aussi qu'on ne peut pas construire des réacteurs comme ça du jour au lendemain. Et c'est lié aussi au fait que ces réacteurs-là, il faut les penser en complément des énergies renouvelables. Je reviens sur ce graphique-là. Prenons l'exemple de l'éolien ou du solaire. Vous voyez aujourd'hui le solaire, c'est ici à 7%, l'éolien en mer à 2% et l'éolien terrestre à 13%. Et dans la vision qu'EDF a de 2050, on est à 22% pour l'éolien terrestre, 22% pour l'éolien en mer et 24% pour le solaire. Donc même EDF, qui est une entreprise très pro-nucléaire, c'est des gens rationnels, c'est des ingénieurs, ils regardent la réalité des technologies et ils voient que le solaire, l'éolien terrestre et l'éolien en mer sont 3 familles technologiques qui ont un immense intérêt pour aussi produire des grandes quantités d'électricité décarbonée à un prix soutenable, le nucléaire venant en complément. Et là où le nucléaire est particulièrement intéressant, c'est pour avoir, si je puis dire, un filet de sécurité pour les moments où il y aura beaucoup de consommation d'électricité et moins de soleil et pas forcément du vent. On peut penser à certaines périodes en hiver, notamment en France, où on peut avoir, en hiver, il y a moins de soleil, bien évidemment, sous nos latitudes, mais on peut aussi avoir des phénomènes de type anticyclone, ce qui fait qu'on a moins d'électricité venant de l'éolien, et donc avoir du nucléaire disponible, en particulier en hiver, c'est quelque chose qui a un vrai sens. Si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une réponse à la tribune qui a été écrite par Bruno Retailleau, le président de Les Républicains, qui a fait une tribune anti-renouvelable et pro-nucléaire qui était assez divorcée de la réalité. J'ai lu cette tribune-là, ça m'a un petit peu énervé sur le moment, puis après je me suis repris et je me suis dit que j'allais faire une réponse tout à fait polie pour montrer à quel point on pouvait avoir une approche pragmatique de ces sujets-là et qu'il n'y avait pas besoin que les héritiers de Jacques Chirac s'alignent sur Jean-Marie Le Pen en termes d'absence de pensée énergétique. J'ai proposé au Figaro, c'est le journal qui avait publié la tribune de Retailleau, de publier cette tribune. Ils m'ont pas répondu au bout de 7 ou 10 jours, donc je l'ai proposé au Nouvel Observateur et je suis très content que le Nouvel Obs ait publié cette tribune que vous pourrez du coup aussi retrouver dans la description, dans laquelle je rentre un peu plus dans les détails. Et pour conclure sur ce point-là, oui, le nucléaire joue un rôle et continuera de jouer un rôle dans le mix énergétique européen et électrique. Ce rôle, il est significatif, mais il n'est pas majeur, parce qu'encore une fois, l'énergie et l'électricité sont 2 choses différentes. L'électricité, c'est que environ 25% de l'énergie qu'on consomme, et même alors qu'on va consommer plus d'électricité parce qu'on va remplacer des voitures à pétrole par des voitures électriques, des chaudières à gaz par des pompes à chaleur, l'électricité restera quand même une part du mix énergétique. Peut-être que l'électricité représentera 40, 50 ou 60% du mix énergétique, mais pas plus que ça. Donc on aura toujours besoin d'énergies qui ne seront pas des énergies qui produisent de l'électricité, mais notamment des énergies qui produisent de la chaleur, par exemple.
Et du coup, dans ce contexte-là, on a quand même besoin d'avoir en fait plus de production électrique. Donc là, nous, ce qu'on porte, c'est une vision pragmatique, mais qui voit le nucléaire non pas comme étant l'alpha et l'oméga et une sorte de technologie miracle qui nous excuserait de rien faire aujourd'hui, pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'on le voit, mais comme étant un élément qui entre dans une politique énergétique générale où c'est vraiment la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables qui sont au centre de cette politique énergétique, et avec une approche aussi sur le nucléaire qui permet de soutenir, d'être un pilier, si je puis dire, qui renforce la solidité de l'édifice qu'on veut construire, qui est un système énergétique français et européen, qui soit résilient, qui soit solide, qui offre une énergie abordable, sûre, c'est-à-dire qu'on maîtrise nous, qui n'est pas maîtrisée par les Russes, et une énergie qui soit évidemment décarbonée, pour qu'on puisse continuer à agir pour le climat et faire en sorte que cette planète reste vivable. Sur ce, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances selon quand est-ce que vous voyez cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être ici, je vous remercie d'être aussi nombreux à regarder ce journal de bord. Je continuerai évidemment à le faire à partir de la rentrée en septembre. Donc d'ici là, vous connaissez, vous savez ce que vous devez faire. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis du coup à la rentrée.